Voilà, donc bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire et je donne tout de suite la parole à Johannes. Bonjour, c'est un très grand plaisir de vous voir ici aujourd'hui. On va voir une présentation de Oksana. Oksana est ukrainienne, elle va parler de la communication visuelle en Ukraine pendant la guerre. Et je propose, avant de commencer, de faire peut-être un tour de table pour nous présenter rapidement. Et donc, moi, je suis Johannes Angermüller, l'un des animateurs de ce séminaire. C'est un très grand plaisir de le faire avec Christine Parat et avec Luciana et ainsi avec Marc Lady. Euh, on, on continue peut-être avec... moi, je vais peut-être appeler les gens. Christine, c'est la prochaine personne. Donc bonjour à toutes et tous, donc Christine Barat, et donc j'ai le plaisir moi aussi de co-animer ce séminaire avec Johannes, Luciana et puis Marc Lady. Et je suis donc professeure en sciences de l'information et de la communication et je suis rattachée au CERLIS à l'université Paris-Cité. Et puis, ce sera Isabelle Vera-Massi. Bon, Masson. oui, bonjour, je suis Isabelle Vera-Masson, je suis directrice de recherche au CNRS, je suis au CERLIS et je travaille sur les questions qui touchent à l'image, communication politique et je me suis un peu intéressée à la question de la représentation de la guerre, de la guerre Ukraine, enfin Russe-Ukraine à la télévision. Et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. J'ai éteint ma caméra et mon, C'est et mon bien. micro. Et puis, Madame Coste. Bonjour à toutes et à tous. Je représente l'Université nationale Ivan Franko de Lviv. Je suis de l'Ukraine. Je suis professeur à l'université. J'enseigne le français puisque nous ne travaillons pas par laboratoire. Alors j'enseigne le français, tout ce qui se rapporte au français, la grammaire, le lexique, la stylistique. Et mes recherches portent sur la linguistique du texte. Et dernièrement, je me suis intéressée au même. Et c'est bien triste que l'Ukraine est connue maintenant dans le monde entier par cette guerre qui est déclenchée par la Russie. Mais je suis très heureuse de vous joindre pendant cette réunion scientifique. Ça me fait un grand plaisir. Merci. Luciana. Bonjour à tous, Luciana Radugagi, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à CY Cergy Paris Université. Je suis au laboratoire LT2D, ce qui signifie lexique, texte, discours, dictionnaire. Et je travaille sur les médias, le discours médiatique. Et un de mes terrains voilà, de recherche aujourd'hui est la représentation de la guerre également. Et donc, malheureusement, nous avons aussi beaucoup de corpus récents et donc je m'appuie dessus. Très bien. Ruth, on t'entend pas? Voilà, Voilà, maintenant tu désolée. l'as. Je suis Ruth Abossi de l'Université de Tel Aviv. Je coordonne le groupe ADAR, qui est analyse du discours, argumentation, rhétorique à l'université. Et je suis très intéressée à écouter Oksana. Justine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Justine Simon, donc maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Donc, merci Christine, c'est gentil, tu me fais de la pub. Je travaille en sciences de l'infocom, mais j'ai aussi une spécialité au départ en sciences du langage et plus particulièrement en analyse du discours. Et je travaille au sein du laboratoire Eliade à l'université de Franche-Comté et je suis dans le comité de rédaction de la revue Semaine. Et donc le sujet m'intéresse évidemment de manière très forte puisqu'on a co-dirigé avec Albin Wagner un numéro, le dernier numéro de la revue sur les mêmes. Donc, dont l'article de Anna, excusez-moi, je suis essoufflée, figure parmi ces dossiers. Voilà. Merci. Merci. Karine Znauer-Gomez. Bonjour, alors moi je suis étudiante en master recherche en sciences de l'information et de la communication au CELSA, Sorbonne Université, donc rattachée au GRIPIC, et je travaille sur les mêmes politiques
plus particulièrement d'extrême gauche, et c'est ma directrice de recherche, Caroline Marty, que vous connaissez peut-être, qui m'a envoyé le lien de ce séminaire qui m'intéresse beaucoup. Très bien. Juliane Pérez. Ah, d'accord. Très bien, vous êtes quand même la bienvenue, bien sûr. Maria Sabashvili. Oui, bonjour à tous, à toutes. Du coup, c'est la même histoire que Karine. Je suis une étudiante en master en Finlande, à Turku maintenant, et j'ai reçu le lien de ma prof parce que je fais mon master sur les mêmes politiques français sur Instagram. Très bien. Soufiane Chafik. Bonjour, je suis doctorant en infocom après un parcours en sciences du langage et je fais ma thèse sur la circulation et l'interprétation des mèmes sur Internet, en particulier sur Instagram et sur Twitter. Et donc je suis particulièrement intéressé d'écouter ce qu'il va dire aujourd'hui. Enchanté. Merci. Et on vient de voir Fiona Rosette. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc Fiona Rosette de l'Université Paris-Nanterre, je suis angliciste, linguiste. Merci. Très bien, je pense qu'on a eu tous. Je vais essayer de dire quelques petits mots sur Oksana. Elle est docteur en sociologie, professeur associé du département de sociologie à l'Université nationale d'Odessa. Et si c'était bien le cas il y a quelques années. Si je comprends bien, tu es arrivé en France il y a quelques années, c'était bien avant de cette Oui, deuxième phase de cette guerre, non? oui, Et c'est ça. voilà, tu as une liste impressionnante de publications dans les langues différentes. Et tu travailles beaucoup sur la communication, la culture, la connaissance, aussi au sein de l'Association sociologique internationale. Euh, je ne veux peut-être pas dire plus et te laisser la parole. Et tu serais aussi invité pour dire un peu plus sur toi-même, sur ta situation, avant que tu ne commences. Bon, euh, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à présenter quelques mes idées, et mes recherches et de pouvoir échanger avec vous. Donc, voilà, Yohannes a déjà énuméré quelques sujets sur mon parcours. Euh, bah, je suis toujours attachée à mon université nationale d'Odessa et je suis comme une chercheuse pardon, indépendante en France. Maintenant, j'ai déposé mon dossier pour être attachée au labo Helico à Lyon. Bon, voilà. Mon point d'intérêt scientifique, c'est tout ce qui est lié avec la sociologie de communication, c'est les pratiques communicationnelles, c'est la sociologie des médias, et j'étudie plutôt les médias, les discours médiatiques, numériques. Aussi, un de mes sujets de recherche récents, c'est les identités ukrainiennes et donc, et comment ça se forme, comment euh, ça, ça change. Et aussi, un des points de mes recherches, c'est pourquoi d'ailleurs je me suis adressée au même, c'est les discours ironiques. Discours médiatiques ironiques en Ukraine. Et voilà, donc les mêmes, je les regarde en contexte plus global de ces discours ironiques. Donc, voilà. Avant de commencer, merci beaucoup. Et c'est un vrai plaisir d'apprendre plus sur ton travail. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu te identifies plus du côté nationaliste ukrainien ou plus du côté russophone en Ukraine? Moi, personnellement, euh, bah,
Non, mais je suis d'Odessa, donc j'étais plutôt russophone, mais mon parcours c'est un peu typique, si vous voulez, pour les Ukrainiens, parce que comme je suis née à Kiev et j'ai grandi quelques premières années à Kiev, j'ai parlé ukrainien. Et après, quand je suis venue avec mes parents à Odessa, c'est devenu un peu indispensable d'être russophone pour pouvoir progresser à l'échelle sociale. Donc c'était un peu parcours, parce que comme c'est l'Ukraine du Sud, bah bon, c'est un peu plus compliqué au niveau identitaire, au niveau linguistique. Euh, voilà. Donc moi je suis bilingue, donc je parle les deux langues. Bah après. C'est compliqué de dire nationaliste. Je pense que nous sommes tous maintenant un peu devenus nationalistes, mais dans un bon sens de ce mot, parce que effectivement, c'est la guerre de notre survie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, si nous ne gagnons pas cette guerre, nous ne pourrons pas survivre. Donc voilà, donc c'est je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait, tout à fait. Et merci beaucoup. Et voilà, on sera très curieux de voir, Merci, d'en savoir plus sur ton travail. Merci. merci. Bon, je vais partager déjà mes diapositives. Attendez, voilà. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. Donc voilà, donc avant de... j'ai déjà commencé à dire, à raconter que les sujets de mes recherches, ce sont les mêmes, et notamment les mêmes humoristiques. Et donc, pourquoi je me suis intéressée à ces sujets? Parce que euh, j'ai observé depuis, disons, 2016, les changements, l'évolution narrative un peu dans le discours médiatique ukrainien, notamment l'inversion des récits de la crise en leur antipode, dans le même genre, les récits ironiques, les paraboles philosophiques, etc., dont l'objet est soit de s'évader de la réalité un peu compliquée, ou bien de retrouver une nouvelle stabilité psychologique et sociale. Et avec la guerre, et après, dans 2019, j'ai aussi étudié j'ai étudié le discours médiatique qui est précédé les élections de notre président Zelensky, que vous savez peut-être, je pense que oui, qu'il était comique. Et donc, pourquoi et comment cette réalité comment c'est la communication ironique et satirique, comment ça lui aidait de devenir le président. Et donc, j'ai les deux articles là-dessus, l'article sur l'évolution des récits de la crise à travers les réseaux sociaux, et l'autre qui était lié avec notamment les élections présidentielles et qui est paru à 2020, les deux ont paru en France, la construction et la déconstruction de la crise sociopolitique dans le discours médiatique humoristique ukrainien, le cas de Vladimir Zelensky, de la dominance des médiatiques vers le pouvoir politique. Et donc voilà, et donc les mon adresse au même, c'était un peu logique pour moi parce que c'était là en prolongation d'études de communication humoristique. Et, et donc voilà, je me permets un peu de parler du contexte un peu global. Pardon, excuse-moi. Voilà, je sais pas si c'est... Donc, d'abord, je vais dire quelques mots sur le discours politique actuel qui englobe toutes les composantes cruciales de l'idéologie postmoderne. La relativité de la vérité, les vérités et les mensonges ne sont plus des vrais antipodes, la réalité prend la forme de la fiction, la vérification des faits dans des actualités est insuffisante dans la mesure où elle est nécessaire.
ce qui permet d'ailleurs de développer bien, par exemple, les fausses nouvelles. Ainsi, les frontières entre droit et anarchie, souveraineté et ingérence, entre guerre et paix, entre réalité et fiction ont commencé à se dissoudre, et les situations postmodernes et métamodernes en politique admettent que les mêmes acteurs politiques sont des adversaires, des arbitres et des modérateurs d'un règlement pacifique. Et l'élément principal des performances politiques réelles est la création de constructions narratives ambivalentes, telles que le récit d'une crise qui reflète le postmodernisme politique dans les sphères publiques et médiatiques. Et donc, j'avais déjà dit tout à l'heure que nous avons déjà constaté l'évolution narrative de la crise dans le contexte ukrainien, avec l'inversion des récits de la crise en leur antipode. Et ça a augmenté depuis, disons, 2014, déjà 2015 avec le début de la guerre. Et donc, c'était les récits ironiques, les paraboles dont j'avais déjà parlé. Et un de nouveau très... et maintenant, nous envisageons de continuer ces sujets et de présenter l'analyse sociologique des causes anthropologiques, des causes anthropologiques de l'apparence des mèmes humoristiques de guerre et de comprendre comment les mèmes deviennent des objets socioculturels, sociopsychologiques et politiques. Et donc, un des traits nouveaux de la communication des guerres russo-ukrainiennes et des guerres à pleine échelle déclenchées, comme vous savez, le 24 février 2022, elle peut être considérée comme la pléthore d'humour vif et pétillant qui remplit le discours médiatique et surtout les réseaux sociaux, même pendant, et même, je pourrais dire surtout pendant les périodes les plus difficiles de la campagne militaire. Et donc, effectivement, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi ce discours ironique? Pourquoi il a pourquoi il a pris cette ampleur pendant la guerre et surtout début de guerre? Et donc voilà, ça j'ai déjà prononcé le but principal. Et donc je me permets de parler un peu plus des contextes théoriques de la recherche. Donc, en fin de compte, comme je suis sociologue, ce qui m'intéressait le plus, c'est comprendre pourquoi. C'est pas seulement les formes d'eux-mêmes, bien que les formes, bien sûr, c'est le sujet très intéressant, mais pourquoi apparaissent les mêmes, dans quel contexte et avec quelle fonction et avec quel but, si vous voulez. Donc, pourquoi, comment et en quel but. Et pour pouvoir creuser un peu plus sur ces sujets, je me suis intéressée aux théories complètement différentes, même des domaines assez différents, et qui pouvaient quand même encercler le contexte théorique, historique, culturel. Donc, tout d'abord, c'est les théories de la culture carnavalesque de Mikhail Bakhtin, que j'ai déjà utilisé en étudiant le phénomène de Volodymyr Zelensky, de son victoire aux élections 2019. Donc, notamment l'œuvre de Mikhail Bakhtin qui est apparue en France en 1982, après réédité 2021. L'œuvre de François Rabelais, La culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance. Après, l'autre sujet qui est beaucoup moins connu, disons, en France, c'est les idées sur habitus de Caire, sur l'esprit ukrainien, qui se fonde sur habitus de Caire et le cordocentrisme du mot cordon, Caire en latin, présenté depuis le XVIIIe siècle dans la philosophie, la culturologie, la littérature ukrainienne. Donc, je vais parler un peu plus en détail de ces auteurs-là.
Hormis, je pense, Nicolas Gogol et Taras Shevchenko, le reste ne sont pas très connus en France. Le deuxième moment, c'est un des théories qui est bien sûr très connu pour des linguistes, pour des philologues, et que j'ai utilisé un petit peu pour l'interprétation des mèmes. C'est la morphologie du conte de Vladimir Prop. Voilà, morphologie, et je vais expliquer pourquoi j'utilise notamment cette théorie et pas les dérivés de structuralistes français. Après, c'est les théories, une des théories qu'on peut utiliser, par exemple, pour expliquer les raisons pour lesquelles les Ukrainiens créent, disons, les mêmes, c'est les théories des stratégies et des pratiques adaptatives, c'est coping theories. Et enfin, bien sûr, j'utilise les théories des mèmes. Voilà, il y en a beaucoup d'auteurs qui sont présentés ici. Je vais en parler un peu plus tard. Après, je voulais parler un petit peu sur base empirique, corpus des textes et méthodologies. Donc, c'est même ukrainien du début de guerre, voilà. Méthode de recherche, c'est analyse, ce qui s'appelle en anglais content analysis, ça veut dire analyse quantitative et indicative du contenu. Après, c'était le recherche qui n'était pas effectuée uniquement par moi, c'était effectué par l'équipe de sociologues dont j'étais un membre et pour l'équipe de Texte.org.ua. Voilà, ici on écrit, j'ai reproduit, si vous voulez, leur méthode, je les décris. Ce qui me concerne ma partie de la recherche, elle était centrée sur l'analyse. Bien sûr, c'était un open access, ça veut dire ce qui était un accès libre. Et donc, ma partie de recherche était centrée sur l'analyse des clusters concernant les thèmes, les personnages principaux, les protagonistes et les genres de même. Voilà, avec l'utilisation des cluster analysis, l'analyse des clusters. Après, je me permets de passer directement vers déjà le parti principal. Donc, je vais commencer par le phénomène de rire, qui bien sûr est un élément crucial, un élément fondamental des mèmes, et surtout des mèmes ironiques. Donc, de nombreuses études sur le rire démontrent son appartenance à une certaine forme d'action sociale produite et réglementée de manière historique. Et cette disposition suscite une culture de rire particulière qui examine la réalité à travers le prisme du rire et du soulagement comique. Et malgré le fait que les approches de différents chercheurs se distinguent un peu, le monde du rire a quand même une structure unique dont les principaux registres, vous pouvez les voir. C'est l'ironie, la satire, l'humour, les caricatures et la parodie. On peut dire que tous ces éléments sont présents dans le même, dans telle ou telle manière. Et surtout, je dirais que c'est les satires, il y a l'ironie, les satires, les caricatures et l'humour tout court. Après, selon le concept, parmi toutes les théories, moi j'ai choisi quand même les théories peut-être un peu plus connues dans notre contexte. C'était le concept de la culture carnavalesque, Mikhail Bakhtin. C'était un chercheur assez connu de l'époque soviétique. Et donc, il décrit le rire comme le mécanisme miraculeux qui peut transporter une personne dans le monde de l'utopie, du carnaval populaire, en le libérant du quotidien, de la vie difficile et du pouvoir des institutions publiques. Pour la première fois, le chercheur a suggéré de réunir différentes formes de rire dans un seul système, la culture carnavalesque, qui consiste en formes rituelles et divertissantes, en travaux verbaux et en langue familière. Et le point de départ de la théorie de Bakhtin est le carnaval. C'est une fête européenne traditionnelle qui est radicalement différente des fêtes officielles et même les confronte.
Et en fait, le carnaval construit un nouveau monde quotidien, proche et entièrement désacralisé. Ainsi, nous pouvons constater que la ligne de démarcation entre le spectateur et le participant y est bien floue. Le carnaval devient omniprésent. Ça veut dire les gens ne contemplent pas le carnaval, ils le vivent. Tant que le carnaval est terminé, il n'y a d'autre vie qu'un carnaval. Il n'y a nulle part où aller, car le carnaval ne connaît pas de frontières spatiales. Le carnaval attire aussi les participants vers le mythique âge d'or, âge doré, où tout allait bien, tous étaient égaux et vivaient dans l'abondance. Et au cœur du carnaval, il y a toujours le phénomène de la festivité. Bakhtin estime que les fêtes sont nécessaires pour surmonter certaines crises et n'apparaissent qu'aux moments cruciaux du développement social, ce qui est très important, était très important pour nous pour comprendre pourquoi les mêmes ont apparu juste au moment le plus compliqué de la guerre et après, au cours de la guerre, leur ampleur, leur quantité diminue. Je reviens vers Bakhtin. L'homme, comme il est renaissé pour de nouvelles relations purement humaines, l'aliénation a temporairement disparu, l'homme est revenu à lui-même et s'est senti un homme parmi les hommes. Et cette humanité authentique des relations n'était pas seulement une sorte d'imagination ou une pensée abstraite, mais effectivement réalisée et vécue dans le contact matériel, vivant et sensuel. Pendant le carnaval, une éthique spéciale est produite qui correspondait au monde à l'envers. En fait, cette éthique elle-même est chamboulée. Le haut et le bas, la tête et le derrière, les hommes et les femmes changeaient de place. Les jurons deviennent la principale unité symbolique et les gauloiseries sont non seulement prédestinées à faire rire les gens ou à humilier leurs destinataires, mais également elles contribuaient à réactiver la vie, à améliorer les relations. Et ça, cette partie, je trouve très importante parce que, comme vous pourriez voir après, les jurons et les gauloiseries sont très présents dans le même ukrainien. Et même quand j'ai présenté aussi déjà la première fois cet exposé au colloque à Cannes qui s'appelait Images de guerre, est organisé par l'Université de la Côte d'Azur, pardon. On m'a posé cette question, on m'avait déjà posé la question, mais pourquoi il y a autant d'injures? Pourquoi il y a autant de mots péjoratifs? Est-ce que c'est propre à la langue ukrainienne? J'ai dit non, c'est propre au même des guerres. Et donc, euh, le moment suivant, c'est le rire de carnaval est également universel, il vise tout et tous. Le monde entier semble ridicule, ce rire est ambivalent. Il est joyeux, jubilant et en même temps moqueur, ridicule, il nie et affirme, il enterre et ravive. Et ce rire s'adresse également aux personnes qui rient. Personne ne s'exclut de ce monde de mon cri. Et pour conclure, je voulais dire que la nature du carnaval n'est pas tellement divertissante, mais surtout symbolique, et ce qui concerne pleinement les mêmes. C'est l'action qui crée un nouveau monde différent de l'ordinaire, qui absorbe des participants, qui renverse tout et existe selon ses propres lois et règles, lorsque le rire agit parfois comme un appel à la renaissance, et ainsi le carnaval devient-il le point culminant de l'évolution d'une société vers son fonctionnement futur et meilleur. Et après, un autre facteur anthropologique dont j'avais déjà mentionné et qui explique peut-être le recours des Ukrainiens à la communication émotionnelle et humoristique pendant la guerre, c'est comme une des raisons de plus, c'est globalement la tendance de la mentalité ukrainienne, du caractère national ukrainien à l'habitus du cœur. Notamment un des comment dire, de chercheurs, un des chercheurs assez connus du XXe siècle, c'est Dmytro Tchijevski, le critique culturel, le slaviste, le philosophe. Il considérait que l'émotivité, le sentimentalisme, la sensibilité, le lyrisme, l'individualisme, le désir de liberté, etc., il les considérait comme les éléments fondamentaux du caractère national des Ukrainiens. Ici, vous voyez les listes des
penseurs ukrainiens qui étaient plus ou moins liés au phénomène du cœur, au phénomène d'humour, au phénomène du rire, de l'émotion comme les éléments cruciaux et les éléments fondamentaux de l'esprit. C'était le philosophe Grigory Skovoroda. 18e siècle, on l'appelait des fois un Socrate ukrainien. Le philosophe Pamphile Yurkevitch, qui est moins connu, pas en Ukraine, mais si vous voulez, dans le monde occidental, mais qui parlait beaucoup de phénomènes de care dans la philosophie, et même le care comme un élément principal de sa philosophie. L'écrivain Nicolas Gogol, qui est plus connu. Le poète Taras Shevchenko, qui présentait aussi le phénomène de care, de l'émotion. L'écrivain et le folkloriste Panteleimon Kulish, et dont j'avais déjà parlé, Dmitro Chijevski. Et donc, sans entrer dans un examen détaillé de chacun de ces auteurs, ce qui n'est pas le but de mon intervention aujourd'hui, bien que leur travail soit très intéressant, un peu connu par le public français, je passerai directement à certaines conclusions. Et dans ce paradigme philosophique, le cœur est l'incarnation du principe de liberté et l'esprit est l'incarnation de la nécessité. Donc, on voit un certain dualisme. C'est dans le cœur que s'enracine la foi et la croyance en Dieu, au miracle et le chemin de la liberté, parce que la foi n'est pas liée à la nécessité, donc tout est possible aux croyants. La raison, en revanche, est au service de la nécessité et par conséquent, une personne qui s'y fie ne connaît que la non-liberté, l'esclavage de l'esprit. Et la connaissance rationnelle elle-même ne fait que multiplier le nombre de chaînes par lesquelles une personne est attachée à l'existence. C'est pourquoi la préférence du cœur sur l'esprit et cette caractéristique de la mentalité ukrainienne doit être interprétée peut-être comme la préférence de la liberté sur la nécessité. Ainsi, le cordocentrisme ukrainien exprime le plus clairement la nature éprise de liberté du peuple ukrainien, c'est-à-dire sa propension à l'action volontaire et même son anarchisme, ainsi que son désir de vérité, de liberté et sa croyance en la possibilité de l'impossible. Et c'est très présent, vous pouvez le voir, c'est très présent dans le même ukrainien, la possibilité de l'impossible, le tout associé à un bon humour astucieux. Et maintenant, passons au même, visuels et verbaux de la guerre. Donc voilà, ici, j'ai énuméré les éléments les plus caractéristiques, les éléments fondamentaux du même. Donc, c'est une unité d'information culturelle, quantum culturel, qui transmet consciemment ou non de l'un à l'autre l'idée, l'image, les symboles, l'action, et toute l'information culturelle copiée par une personne à partir d'une autre, ou bien c'est l'inconscient collectif au moment de l'acquisition de formes verbales et visuelles, le message informationnel spécialement créé qui s'étend dans l'espace info afin de former un modèle de conscience et de comportement humain. Donc, on peut voir vraiment des éléments différents, ou je dirais des approches différentes, des visions différentes de même. Et donc, ça veut dire depuis que le terme a fait son apparition sous la plume de biologiste britannique Dawkins, qui a cerné vraiment le plus les propriétés d'imitation et réplication du même. Ces objets culturels qui composés d'une unique photo ou bien sur laquelle peut figurer un élément langagier et aussi une légende ou une citation. Il se caractérise à la fois par la plurisémioticité. Ça veut dire qu'elle associe toujours, ou dans la plupart des cas, l'image et le texte. Une viralité constitutive, ça veut dire qu'ils peuvent vraiment se dépenser, diffuser très vite et en grande quantité.
Il témoigne d'un pouvoir réplicatif où le contenu n'est pas simplement diffusé, mais aussi utilisé comme matrice, une certaine matrice pour générer de nouveaux mèmes. Et enfin, son caractère figé à des réélaborations infinies permet au même de cristalliser un référent social euh, en entraînant des propos polémiques. Ainsi, tandis que la production du même assume aussi un rôle crucial de la construction d'enjeux sociaux et sa réception euh, se fait à travers l'appropriation par les utilisateurs des pratiques socio-numériques à travers lesquelles les mêmes sont relayés. Et au caractère, je mentionne pas ici maintenant pour des auteurs, mais bien sûr, il y a les références vers les idées de Dawkins, de Gauthier et Sophie, de Kaplan et Nova, de Krieg, Planck et d'autres. Aux caractéristiques susmentionnées d'un mème, j'aimerais ajouter d'autres propriétés telles que la sérialité d'un mème ou sa capacité à construire un champ sémantique commun avec d'autres mèmes. Et cela augmente la durée de vie et une certaine extension d'un mème peut même renouveler sa vie. L'émotivité du mème et son minimalisme, c'est-à-dire un mode de transmission des perceptions toujours émotionnelles, une image et un contenu sont réduits où une image et contenu sont réduits. La polymodalité des mèmes est déterminée par leur capacité à transmettre leur propre information de différentes manières. Par exemple, un mème purement visuel peut être représenté par des mots, après devenir la base d'une vidéo ou transformé en audio ou bien devenir les bandes dessinées. Et la composition d'un mème est liée à la nécessité de transmettre sa nature ironique ou satirique. Cela veut dire que l'effet comique des mèmes est obtenu par les mêmes mécanismes que, par exemple, dans les blagues, qui existent dans les blagues, à la fois par des transformations sémantiques, des dispositifs syntaxiques, et même par la structure stable d'une blague, comme en anglais c'est setup, ça veut dire le début, et punchline, ça veut dire que c'est la résolution d'un conflit, si vous voulez. Elle a également la structure fantaisiste, ce qui est très important parce que c'est très présent, notamment dans les mèmes de guerre ukrainiens. De nombreux mèmes sont créés à partir de situations abstraites ou improbables, ainsi que par les coexistences de personnages réels et fictifs, ce qui est aussi très présent dans le mème ukrainien. Et enfin, à l'instar des GIFs, les mèmes ne sont pas seulement symptomatiques d'une culture numérique contingente, mais constituent un nouveau langage sémiotique et polysémique, comme le disait Wagner, en assistant à la naissance des mèmes et des GIFs comme langage numérique multimodal et multi-usage. Nous assistons tout simplement à la naissance d'une nouvelle forme du langage. Alors, en analysant des mèmes, nous envisageons aussi de questionner comment le sens découle de l'image et comment fonctionnent les images et quelles fonctions sociales ils accomplissent. Et suivant cette perspective, il faudra alors s'affranchir de l'idée que les images représentent tout simplement quelque chose et dépassent leur fonction purement symbolique. Et ça veut dire partir peut-être vers leur fonction psychologique et sociale et observer plutôt les mécanismes qui gouvernent l'articulation et le fonctionnement entre le texte et l'image. Et donc voilà, avant de commencer le parti principal empirique, je voudrais le commencer par épigraphe de les phrases très connues en Ukraine d'un poème de notre grande poétesse ukrainienne Lesia Ukrainka, poème Quand j'étais enfant, pour ne pas pleurer, j'ai ri. Donc voilà, les mêmes apparaissent effectivement juste au début de la guerre, dans le moment le plus compliqué, le plus cruciaux. Donc ça veut dire ici, vous voyez
un peu déjà les résultats, comment les mêmes écraniens de guerre sont présentés comme les courts textes ou les textes accompagnés des images ou les courts bandes dessinées. Moi, ce que j'étudiais, c'était plutôt ce qui s'appelle les mèmes créolisés. Ici, vous voyez tous les types, les mêmes purement textuels, les mêmes mots, les mêmes phrases, expressions mêmes. Moi, j'utilisais plutôt les expressions mêmes et mêmes créolisées ou mixtes, où il y a l'image et légende, c'est 33%. Et aussi 7%, c'était images sans texte. Mais ce qui concerne les mêmes mots, ça, il faut vraiment comprendre, c'est lié comme tous les langages, c'est très lié au contexte. Par exemple, le mot rachiste, c'est compare à l'itération du mot fasciste, mot Huilo qui a apparu depuis 2014 et qui décrit Poutine. Il n'y a pas vraiment la traduction très convenante pour ne pas vraiment aller beaucoup dans les injures dans vraiment la langue, dans le langage un peu péjoratif, on peut dire un connard. Tchernobaïvka, c'est un du village réel qui était, disons, chaque fois quand les Russes essayaient de le prendre, ils étaient bombardés par les Ukrainiens et c'est devenu, je crois que 10 ou 11 fois et donc ça a créé beaucoup de mèmes et même c'est devenu une sorte de symbole de résistance. Et le mot palanitsa qui signifie le pain rustique ukrainien, un peu rond. Et ce mot, il est très compliqué, il est très peu prononçable pour, disons, les Russes, pas pour les russophones d'Ukraine, mais par les Russes. Et c'est devenu une sorte de mot de passe pour distinguer vraiment qui est cette personne. Et les Russes de la Russie, ou il est, par exemple, russophone de l'Ukraine, parce que les Russes de Russie, ils n'arrivent pas à le prononcer bien. En ukrainien, c'est pas la nitsa. Voilà, il n'y a pas de certains sons dans la langue russe. Après, voyez les mêmes phrases, on va déjà, on va parler encore un peu plus. C'est comme les fameuses phrases navire militaire russe va te faire foutre. Les phrases comme bonsoir, nous venons d'Ukraine. Et enfin, même créolisé, dont je vais parler un peu plus. Donc, avant de passer directement vers les images, je voudrais parler un petit peu sur les particularités de ces mèmes de début de guerre qui sont basées souvent sur des histoires légendaires ou semi-légendaires dans lesquelles se mêlent vérité et fiction. Et donc, ici, nous considérons ces mêmes comme des récits folkloriques, ou ça s'appelle des fois les folklores urbains, ou les contes de fées. Alors, nous pouvons utiliser pour notamment l'étude et pour l'interprétation la méthodologie classique de Vladimir Pro, qui, d'après notre avis, correspond mieux pour l'étude folklorique slave et notamment ukrainien, que les méthodes structuralistes dérivées par exemple par Greimas ou Bremont, parce qu'ils étudiaient plutôt disons, les œuvres déjà littéraires, tandis que les mêmes, ce sont vraiment des œuvres populaires, souvent anonymes, et ça les approche plus vers les folklores ou vers le conte. Et donc, nous pouvons constater d'abord la présence de tous les types, pas autant les vraiment héros ou malfaitants, mais tous les types d'auxiliaires, selon Propp, à savoir des personnages tels que, par exemple, auxiliaire universel qui accomplit toutes les fonctions, comme par exemple les animaux militaires. Ici, vous voyez les oies de combat. Ici, j'ai présenté les deux mêmes différents. Tout simplement, ils sont associés sur les diapositives. Et ça veut dire, voilà, auxiliaire universel qui accomplit toutes les fonctions. Ou bien les troupes de tracteurs. C'est aussi une auxiliaire universelle qui est en même temps une arme. Voilà, qui amène les tanks. Il faut dire que ces mêmes, ils étaient créés sur
histoires, disons, pas vraiment légendaires, mais semi-légendaires. Ça veut dire les histoires vraies qu'avec les tractaires. Mais qui est devenu le même parce que on peut dire que dans le même, leur présence a été un peu augmentée. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment partout et chaque jour, mais ça existait, mais c'est devenu une sorte de symbole. Et ce qui concerne les oies des combats, pourquoi notamment les oies? Parce qu'un des éléments de propagande russe était cerné l'arme biologique ukrainienne. C'était existé avant la guerre, que voilà, en Ukraine, il y a des laboratoires secrets. Et je vous jure, bah, les laboratoires secrets où on produit une arme biologique, et notamment on prépare les animaux tueurs, comme les oiseaux tueurs ou les abeilles tueurs. Et je vous jure que c'est vraiment des vrais éléments de propagande. Difficile de croire, bien sûr, que ça peut exister de plus, que les gens peuvent croire à ces choses-là. Mais donc voilà, c'est comme une double allusion. Vous voulez que ça existe, et voilà. C'est un peu les éléments légendaires, pourquoi pas? Ça peut exister, les armes comme ça. Après, l'auxiliaire partiel qui accomplit plusieurs fonctions. Par exemple, ce sont les personnages semi-mythiques, comme par exemple les sorcières de Konotop. Les sorcières de Konotop, il faut dire que il y a une pièce très connue dans la littérature ukrainienne qui s'appelle Une sorcière de Konotop. Et il y a aussi cette idée, depuis peut-être aussi les œuvres de Gogol, cette idée que les femmes ukrainiennes possèdent des certains comment dire, les capacités ou facultés magiques. Et chaque femme peut devenir une sorcière. Et voilà, sur cette image que vous voyez à nous, il y a la légende, les filles, allons les filles, euh, nous allons couvrir le ciel, ou nous allons fermer le ciel. Et ça fait la référence vers les appels de début de guerre que pendant les manifestations dans toute l'Europe, les Ukrainiens criaient, parlaient, demandaient aux gouvernements occidentaux de fermer le ciel contre les missiles et contre le bombardement permanent de guerre de villes ukrainiennes. Et comme il n'y avait pas vraiment la fermeture du ciel, il y avait cette idée, allez, peut-être c'est les sorcières ukrainiennes qui pourront le faire. Et après, c'est le dixième, même, c'est les mêmes sorcières qui ont une sorte de, vraiment de régiment de sorcières. Après, c'est les voyous de Bolon ou les gitans qui ont volé un char, et c'était vraiment une histoire vraie, bien sûr. C'était pas répandu partout, mais quand même, c'était transformé en certains mythes, en certaines légendes urbaines. Et, ou bien c'était aussi pardon, le fantôme de Kiev, qui était devenu très connu, même s'était présenté dans les médias occidentaux. Par exemple, le fantôme, en fin de compte, c'était plutôt un personnage commun, ça veut dire au collectif, où ça n'existait pas, le fantôme de Kiev. En même temps, il y avait pas mal de pilotes au début de guerre qui ont commis beaucoup d'exploits. Et donc voilà, vous voyez comme le deux mythes. D'un côté, c'est l'image même, et de l'autre côté, c'est le fresque qui est présenté aussi en Ukraine, le fresque de ce fantôme de Kiev. Après, c'est enfin l'auxiliaire spécifique qui accomplit une seule fonction. Il s'agit par exemple, comme vous voyez ici, d'un bocal de conserve qui se transforme en arme pour abattre le drone. Et c'était aussi une histoire semi-légendaire. Ou bien c'est le coq.
céramique de Borodianka. En bas, vous voyez de vraies images de ce coq, de ces petites étagères qui se sont conservées après le bombardement massif de ces villages. Et en bas, en haut, c'est le même où s'écrit Tenons bon. Ainsi, dès le début de la guerre, de même nombreux liés au désir de résister à l'ennemi et de tenir bon sont apparus. Peu importe que cette résistance soit rationnelle et basée sur la recherche d'une solution réelle ou réalisable, ou qu'elle soit une recherche d'aide magique de capacités surhumaines. Après, en termes de conformité aux stratégies d'adaptation psychologique, ça veut dire que pour comprendre quelle fonction exercer ces mêmes, quelle fonction avait-il pour la conscience, pour pour les personnes qui les ont créées ou les ont consommer. Donc, la première stratégie, c'est une adaptation productive. La première, c'est une stratégie que les gens utilisent dans n'importe quelle situation compliquée pour adapter à la situation compliquée. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas vraiment uniquement de sujets de guerre. Ben voilà, et donc la première stratégie, il vise à résoudre le problème par la pensée rationnelle ou par le travail. De gauche, vous voyez le même qui était créé le 27 février 2002, ça veut dire 3 jours après le début de guerre. Vous voyez ça, c'est vraiment les injures assez graves. Et donc, un nom dit va te faire foutre. De nouveau, va te faire foutre à gauche et va te faire foutre en direction de Russie. Et le deuxième même, c'est déjà créé dans un mois après le début de la guerre, où s'écrit le premier en haut, la peste et la guerre, et en bas, c'est euh, la campagne de Semaï. Ça veut dire que peu importe que la guerre continue, et les choses qui peuvent surmonter la guerre, c'est aussi le travail quotidien. C'est les choses que nous faisons, et ici, le Semaï, les compagnies de Semaï symbolisent ce travail quotidien qui peut nous aider. Ça veut dire dans les situations où vraiment nous ne pouvons pas contrôler les choses, nous ne pouvons pas abattre, nous ne pouvons pas affronter tout de suite ou regagner la guerre. Et il y a comme ça les facultés de faire quelque chose. Si au début de guerre, c'était les facultés tout simplement par notre énergie de haine, de repousser l'ennemi, comme disait notre président Zelensky au début de la guerre, si nous n'avons pas les armes, nous allons prendre les pelles et nous allons se battre avec les pelles. Et donc, c'est un peu ça. Et dans un mois, il y a déjà cette idée qu'il faut faire quelque chose. Et il faut dire que en réalité, beaucoup de gens se sont lancés dans le travail, par exemple, de volontaires, par des travails différents, par les aides, par les solidarités avec d'autres, et ce qui aidait vraiment à surmonter les difficultés. Après, il y a aussi un style intermédiaire. Ça s'appelle stratégie semi-productive qui vise à rechercher du soutien et rétablir l'équilibre psycho-émotionnel. Et ces mêmes apparaissent déjà, disons, dans 2, 3 semaines après le début de l'invasion. Ils sont pas très nombreux, à 10 à 12% par rapport au nombre total d'images, et ils reflètent les relations entre les personnes, les expériences liées à la séparation des membres de la famille et les tentatives d'apaisement. Par exemple, ici, comme vous voyez le même créé à la fin dans mon 24 mars 2002,
stratégie, voilà, et il y a déjà l'humour qui apparaît. Comme montre cette image et certain nombre d'autres similaires, les Ukrainiens tentent de surmonter leur anxiété non pas en agissant passivement, mais en comprenant la situation qui les entoure, ce qui peut également être considéré comme une stratégie d'adaptation assez adéquate. Et les Ukrainiens en ont tant vécu les bombardements depuis le début de guerre que déjà dans un mois, ils ont appris à s'en moquer facilement. Pas facilement, plus ou moins facilement. Et ainsi, l'attitude face à des événements aussi horribles que les tirs d'obus ou les bombardements, avec un degré d'humour suffisant, permet aux gens de faire face aux nouvelles circonstances militaires. Voilà, et aussi de ces sujets-là. Et si vous voyez, c'est les images d'un film connu américain qui était transformé voilà, dans une sorte de blague liée à l'arme aérienne. Donc on peut on peut conclure que la culture de même n'a pas épargné aussi le problème des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et ces sujets sont rares et appellent à la compréhension, à la compassion à l'égard des réfugiés. Ici, vous voyez une image où il n'y a que des onomatopées. Vous voyez du chat qui miaule dans leur langue, en anglais, en français, en anglais, et en bas, c'est en ukrainien, niaf, niaf. Et en fin de compte, cette image me semble assez révélateur et pas si simple. Et il ne parle pas seulement d'une compréhension et compréhension, mais aussi il révèle un autre sujet que les Ukrainiens, comme ce chat qui se retrouve à l'étranger, comme les réfugiés, des milliers ou des millions de réfugiés ukrainiens qui disent eh bah oui, nous sommes là, nous sommes comme vous. Voyez, par apparence, nous sommes comme vous. Euh, nous parlons d'autres langues, mais nous avons le droit d'exister et nous existons tels quels entre vous. Voyez, donc c'est un peu une des interprétations possibles aussi de ce mème. Une autre particularité de ce mème, c'est que contrairement au mème habituel, cette image n'est pas anonyme. Voilà, vous pouvez voir l'auteur de cette mème, mais c'est largement répandu, ce genre de mème sur l'Internet a commencé à fonctionner voilà, comme une mème. Après, une autre partie, c'est les mêmes, voilà, les genres de mèmes ukrainiens depuis, disons, période de 24 février à 23 août 2022. Ici, vous voyez présenter les textes, 35%, 60% images. Images qui, bien sûr, aussi hum, euh, accompagnées par les légendes ou pour quelques petits textes. Bande dessinée, pardon, 3,5% et 1,5%, c'est les cartes ou les plans, voilà, donc qui étaient aussi présentés en forme de mème. Ce qui m'intéressait le plus, effectivement, c'était les textes et les images. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et les pics de création de mèmes coïncident souvent avec certains événements importants de la guerre, mais il n'y a pas toujours les liens logiques clairs entre l'importance objective des événements et leur reproduction sous forme de mèmes. Donc, ça veut dire il y avait des événements très importants, mais qui n'étaient pas transformés après dans le mème, et au contraire. Par exemple, avec une moyenne de 270 mèmes par jour entre les périodes de début de guerre et la fin mai 2022, certains événements ont provoqué une vague de mèmes. Le plus grand nombre de mèmes depuis le début de la guerre a été créé, par exemple, le 12 avril, lorsque le service SBU ukrainien, ça veut dire service secret ukrainien, a arrêté le politicien pro-russe en Ukraine qui
vivait et travaillait en Ukraine depuis son période, son indépendance. C'est Viktor Medvedchuk, mais était toujours pro-russe, vertement pro-russe, qui soutenait la Russie. Et donc voilà, 550 mèmes ont été enregistrés ce jour-là, soit 2 fois plus que le moyenne journalière de l'époque. Et les vagues suivantes a eu lieu pendant, par exemple, le concours Eurovision, dont le final s'est déroulé dans la nuit du 15 mai. Il y a eu non seulement des blagues sur la victoire évidente des Ukrainiens dans ce concours, aussi bien disons, dans ce concours aussi bien que dans la guerre, mais aussi les efforts de ceux qui ont créé de nombreuses images appelant le groupe Kalush qui a gagné Eurovision, à sauver les défenseurs de l'Azovstal. En été, le nombre moyen de mèmes créés quotidiennement a diminué. Alors qu'au début du mois de mars, c'était 280 mèmes en moyenne chaque jour, déjà vers l'été, il n'était plus que 196 en juin. Et les pics de création de mèmes coïncident aussi avec les bonnes nouvelles en provenance de la ligne du front. Par exemple, la geste de bonne volonté des militaires russes. De bonne volonté, c'est dans les guillemets parce que les Russes ont toujours décrit leur, disons, défaite comme les gestes de bonne volonté. Donc, ça veut dire que, en fin de compte, ils n'étaient pas abattus, mais c'était leur volonté de quitter le territoire ukrainien. Et par exemple, qui ont fui l'île des Zmiiny, près d'Odessa, l'île aux serpents, le 30 juin, ou le premier boom, le premier explosion en Crimée, il y a le jeu de mots, il faut comprendre, il y a le jeu de mots entre les mots. Pourquoi il s'appelle souvent l'explosion par le mot coton? Parce qu'en fin de compte, les Russes, disons que ils n'acceptaient jamais, ils ne reconnaissaient jamais qu'il y avait des explosions. Ils décrivaient toujours d'une manière un peu parabolique. Ils disaient, ah, il y avait quelques booms. En russe, c'est chlopok. Quelques booms en Crimée. Il faut savoir que il y a le mot anonyme chlopok avec l'accent en dernière syllabe et chlopok. C'est coton avec l'accent au première syllabe. Et donc, il y a ce jeu de mots. On dit qu'il y avait beaucoup de coton. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'explosions en Crimée. Et en fin de compte, c'était par exemple le 9 août. Un tiers de même après, voilà. Ici, vous voyez qu'un tiers de même étudiés sont des textes, y compris des captures d'écran, des messages, des commentaires sur les médias sociaux, des fragments de correspondance ou simplement du texte sur un fond coloré. Et si on fait une image de reconnaissance, nuage de reconnaissance, on peut voir parmi les mêmes le plus présent, c'est l'Ukraine, après c'est la Russie, l'année, un peu plus haut, c'est la guerre, les Russes, Zelensky, après on voit Poutine, en bas, président, l'humour va te faire foutre, et d'autres. Et donc, en fin de compte, on peut vraiment construire. Parmi les mèmes les plus utilisés, on trouve les fameuses phrases transformées d'anecdotes en mèmes. Navire militaire russe va te faire foutre. C'est la phrase qui a vraiment existé. C'était les défenseurs de l'île Zmiiny et de l'île Serpent, qui c'était le premier jour de guerre. Les navires russes s'adressaient aux soldats ukrainiens de se rendre, et la réponse de ces soldats était littéralement comme ça, navire militaire russe va te faire foutre. Et c'était transformé en mème. Et de plus, ça a apparu en forme après, pas seulement, le mème était transformé en timbre qui était devenu très connu, très populaire, émis par le poste ukrainien Ukropochta le 12 avril, à la veille de son naufrage par l'armée ukrainienne, ce qui est aussi très symbolique. Et également, c'était entré dans l'histoire de mèmes modernes. Voilà. Parmi les mèmes sur la guerre, vous voyez, on peut voir aussi les types, ça veut dire les genres. Je n'ai pas présenté ici
les dendrogrammes, parce que moi je trouve que c'est pas très visible là-bas. J'ai présenté tout simplement en forme de petits rectangulaires ou petits carrés. De même, étaient les plus présents effectivement où figuraient les politiciens, les gens simples. Après les politiciens, voyez les techniques militaires et les armes. Les militaires, immeubles détruits, perte de Russes, les animaux, et notamment un animal qui est devenu assez connu, le chien de service, patron, ou c'est Cartouche. Alors, euh, les armes sont devenues un sujet important de même. Au début de la guerre, les blagues portaient davantage, voilà, on pouvait voir, c'était les Bayraktar, 467 même. Vous voyez, ici, il n'y a pas le texte, mais en fin de compte, il n'est pas nécessaire parce qu'on voit le Bayraktar avec le symbole turc, parce que c'était les drones qui étaient donnés en Ukraine par les Turquie. Et voilà les soldats russes, voire soviétiques. Après, le pic de même a été atteint lorsque les gens faisaient la quête de Bayraktar du peuple. Plus tard, c'était Javelin, 182 même. Euh, voilà, ici aussi, il n'y a pas le texte, mais tout est compréhensible parce que, vous savez, il y a cette Z comme les symboles sur les armes russes. Et voilà, enfin, c'est CTRL-Z, ça veut dire couper. Et le dernier, c'est les HIMARS en anglais. C'est 276 même qui sont étroitement liés, par exemple, au même sur le coton, ça veut dire sur les explosions en Crimée, vous voyez. Ici, j'ai essayé de traduire une nouvelle agence voyage, HIMAR Travel, lancera très prochainement des voyages en Crimée, HIMAR Travel. Avec nous, vous reverrez bientôt la Crimée. Après, au total, les photos d'animaux représentent à peu près 4% des mêmes Internet, sans compter les dessins. Il est intéressant de noter que le chien patron Cartouche, très populaire dans les médias et qui a aidé à détecter les engins explosifs et qui a collecté des fonds pour les forces armées et a rencontré de hauts fonctionnaires d'autres pays, notamment par exemple Justin Trudeau, et bien qui était décoré aussi avec le médaille par le président Zelensky, n'est pas un personnage très mimétique. Nous avons trouvé moins de 1% d'images qui le représentaient. En revanche, par exemple, plus de la moitié des images représentaient des animaux comme les chats, bien que les chats n'étaient pas vraiment présents. Donc ça prouve aussi cette idée que les mèmes, c'est une sorte de légende urbaine. Ils ne reflètent pas des fois des vrais événements, mais ils créent une sorte d'histoire légendaire, un peu mythologique, folklorique là-dessus. Les personnages principaux, comme j'avais déjà dit, c'était les simples gens, les politiciens, Zelensky, Poutine, Macron, Johnson. Les trois premiers hommes politiques dont les images apparaissent dans le même sont Vladimir Zelensky, 667, Vladimir Poutine, 598, et Viktor Medvedchuk, c'est pro-russe qui était expulsé en Russie, pas expulsé, qui était échangé contre les d'ailleurs défenseurs des Azovstal. C'est 280. Des hommes politiques occidentaux ont également été mentionnés. Le président français Emmanuel Macron, 232, l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson, 2019. Et voilà, ici, vous voyez le même d'ailleurs qui jouait avec les popularités ou non-popularités, les deux. Voilà, donc il arrive des fois dans la vie que le cœur ne batte pas à l'unisson et que l'on se souvienne de Johnson même si l'on est embrassé par Macron. Et voilà, pour conclure, bon, j'arrive aux conclusions. Ainsi, principalement conçu dans une visée humoristique ou ironique, le même s'est fait en réalité porteur d'une dimension argumentative, que la disait par exemple Amossi.
et qui le charge d'une force élocutoire aux multiples facettes. Donc les mèmes ne sont pas que les simples objets humoristiques à l'apparence inoffensif, tout au contraire, les fonctionnent comme de redoutables objets politiques, comme le disait Wagener, ou comme un moyen de la propagande, et en servant également d'une vision parodique ou subtilement ironique de la culture populaire, les mêmes agissent sur la réalité dans la mesure où ils font émerger et structurent les débats autour d'un événement ou d'un enjeu social, ou je dirais même d'une sorte d'archétype culturel, euh, et, ou enjeu social, politique, culturel, ou comme d'un archétype culturel. Et voilà, avec ça, je finis ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très, très riche, très intéressante, très réfléchie. Si Le je vais micro est ouvert. permettre d'arrêter, voilà. Comme ça, j'arrête. Et voilà, et je serais ravie d'entendre vos, votre écho, votre retour, d'entendre les questions, voilà, et d'échanger avec vous. Merci. Ah, voilà. S'il n'y a Oui, personne d'autre, je peux peut-être commencer avec une première question. En fait, je vois bien cette dimension de l'humour dans la communication autour de la guerre. Et en même temps, bien sûr, en fait, il se passe des choses extrêmement graves. Et on parle aussi des traumatismes, de- des expériences existentielles assez difficiles pour beaucoup de gens. Et donc, je me demande où est la limite de l'humour. Est-ce il y a des choses qu'on ne peut pas humoriser? Est-ce qu'il y a des ambivalences de l'humour? Ou voilà, il y a de l'humour et après, il y a une sorte de, je sais pas, virage militariste, euh, autoritaire, ou je ne sais pas, voilà, quelque chose qui n'est pas du tout humoristique. Et voilà, donc je m'interroge un peu sur les limites de l'humour ici. Ah, mais en fin de compte, moi, je trouve que l'humour n'est pas vraiment les limites en fonction que là, je dirais que là où finit l'humour, l'autocratie ou le dictature euh, commence ou apparaît. Parce que en fin de compte, l'humour, c'est une sorte hum, de pouvoir, des capacités, dérision absolue, de la critique absolue. Et si ça n'existe pas, euh, pour moi, il n'y a pas de la liberté. Euh, Peu importe, liberté d'expression, liberté de même d'existence. Donc, en fin de compte, les limites, s'il y a les limites de l'humour, ça veut dire qu'il y a les limites d'expression, d'auto-expression, si vous voulez. Après, s'il s'agit de la situation de la guerre, moi, je dirais qu'en Ukraine, les guerres notamment les mêmes humoristiques, ils jouaient plutôt, pour moi, les deux fonctions les plus importantes. Les fonctions effectivement de survie et les fonctions hum, de révélation ou d'apparition de cet esprit purement ukrainien, de ces croyances en, en non possible, si vous voulez. Et donc, en fin de compte, je crois que c'était propre, durant toute l'histoire ukrainienne, c'était propre de croire à quelque chose d'impossible durant les moments les plus compliqués. Et c'est un peu comme le phénomène un peu, peut-être pas très présent dans euh,
comment dire, dans la conscience occidentale, assez rationalisée, notamment dans la conscience française, un peu dans cet esprit cartésien, que dans l'esprit ukrainien, tout commence par l'émotion, par le cœur et par une sorte de croyance ou le foi. Je dirais plutôt le foi que les croyances, parce que c'est pas vraiment les croyances. Et c'est ça qui booste après le comportement, qui booste l'action sociale. Et en ce sens-là, voilà, c'était les deux fonctions de même. La première fonction, c'est de booster, de dire, vous pouvez faire inimaginaire. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite en ce sens-là, comme il n'y a pas de limite d'imaginaire. Et donc voilà, c'est la première fonction, si vous voulez, de booster comme ça, en utilisant vraiment les facultés un peu archétypiques ukrainiennes. Et l'autre fonction, c'est de survivre. De survivre, ça veut dire que, comme j'avais dit, pour ne pas pleurer, j'ai ri. Ça veut dire que c'est une sorte de possibilité de survivre en riant dans le moment le plus cruciaux. Après, bien sûr, si par exemple, j'ai pas présenté les études plus récentes, parce que si on prend les études les plus récentes de même, ils ont changé, ils ont transformé. Maintenant, ils sont plus proches vers les satires, vers les parodies. Ils sont devenus plus durs, même à l'envers des Ukrainiens, parce que dès le début, c'était une sorte de tabou. Je ne sais pas si ça existe en français ce mot. Ça veut dire que c'était pas possible de se moquer de nous-mêmes. C'était pas possible. Donc après, ça commence à se transformer et maintenant déjà tout est possible. On peut critiquer, pourquoi pas. On peut faire créer le même sur les présidents, sur des politiciens ukrainiens qui sont pas très, disons, pas favorables, comment dire, sont pas très populaires, qui sont critiqués, qui sont un peu controversés. Donc voilà, donc ça a changé. Ça a transformé plus dans vraiment les objets plutôt satiriques. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Alors, c'est Fiona. Merci beaucoup pour cette conférence sur un sujet vraiment intéressant et qui nous interpelle, hein. J'avais une question un peu terre à terre sur le contexte plutôt local, hein, dans lequel ces mimes sont diffusés. Ou sur Internet, sur quelle plateforme, Instagram, je suppose. Et est-ce qu'on connaît, vous avez étudié l'identité des comptes? Est-ce que ce sont des comptes anonymes? Est-ce que ce sont des comptes un peu plus officiels d'associations politiques ou autres? Et puis, j'imagine que vous n'avez pas pu étudier les autres liens, les autres niveaux d'interaction, par exemple les commentaires, les likes, etc. Et comment ça, les distributions différentes qui peuvent subvenir. Et puis j'avais une autre question sur le concept de créativité dont on parle beaucoup par rapport au contenu diffusé sur les réseaux sociaux. Et je me demande pour rebondir sur la question précédente et sur ce que vous veniez de dire, si finalement c'est la créativité aussi qui permet de survivre. C'est un moyen aussi pour on rit pour ne pas pleurer, et peut-être il y a moi je suis frappée par cette possibilité de continuer à être créatif, la créativité comme échappatoire en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir comment dire, j'ai perdu les mots, excusez-moi, d'avoir abordé ces sujets. Notamment, je vais commencer par le dernier. Effectivement, vous avez totalement raison. C'est aussi une créativité
qui permet aussi de survivre. Et c'est un peu aussi étonnant que c'est notamment les réseaux sociaux qui créent cette créativité qui est vraiment été remplie de cette créativité. Et donc, revenant vers le premier, exactement, je n'ai pas étudié vraiment ce qui était déjà lié, les likes, tout ça, c'est vraiment, c'est très intéressant, mais c'est le travail à part et c'est vraiment un travail à faire et à refaire. Et ce qu'il s'agit de ressources, c'était des télégrammes parce qu'il était présenté, et il faut dire que les médias principaux plutôt, qui sont vraiment répandus, qui sont très présents, ils sont très consommés pendant la guerre, c'était notamment les différentes chaînes Telegram. C'était pas vraiment sur les chaînes officielles, c'était les chaînes plutôt, je dirais pas tout à fait locales, mais qui étaient présentées c'était pas des télégrammes anonymes, parce que les échantillons étaient faits par le groupe Text.org.ua et effectivement, ils ont évoqué les Telegram soi-disant anonyme parce que c'était compliqué de dire vraiment pas si c'est vraiment ukrainien ou si c'est une sorte de propagande russe, c'est compliqué. Ça veut dire ils utilisaient quand même les télégrammes fiables au sens que on sait à peu près à qui ça appartient, donc c'était pas à 100% anonyme. Par contre, effectivement, c'est plus compliqué de dire qui est présenté parce que si quelqu'un pouvait par exemple, qui avait accès à publier. Et donc, en ce sens-là, les comptes étaient un peu anonymes. Ce qui concerne ce qui concerne, par exemple, les télégrammes officiels, il n'y avait pas beaucoup, mais par exemple, ce qui pouvait apparaître, mais pas de début de guerre, mais après, ça a commencé à apparaître dans un peu une sorte de mème ou un discours un peu hérésique, comme ça, dérision. C'est par exemple sur les chaînes de forces aériennes ukrainiens ou bien sur aussi je crois que service SBU, service secret ukrainien, ça commençait à apparaître aussi les mêmes, mais pas tout de suite. Pas dès le début de guerre, donc ça veut dire que c'est le site d'un côté absolument, on dirait, officiel, mais il était aussi rempli de l'humour et c'était assez étonnant parce que ça n'avait rien à voir avec leur image, si vous voulez, avant la guerre. C'était très très sec, très net, pas très intéressant pour, disons, la population. Et maintenant, c'est transformé. Voilà. Je sais pas Merci. si Alors, j'avais je répondu. pense que ce sera Christine. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oksana. Je vais rebondir un peu sur si j'ai bien compris, sur ce que vous venez d'expliciter. Donc, c'est surtout Telegram hein, qui sert de canal, en fait, en Ukraine, de diffusion des mèmes. Et donc, là, dans les émetteurs, en fait, les créateurs de mèmes, donc, les services secrets, aujourd'hui, enfin, le canal officiel des services secrets, produit aussi donc des mèmes. Oui, produit de même, pas seulement les mêmes images, mais plutôt de même textuel, D'accord. une sorte de blague, pas vraiment, c'est pas très répandu, on peut pas dire que tout le contenu est humoristique, mais ça existe parmi les contenus absolument officiels, ça existe une sorte d'humour, et notamment, par exemple, je sais pas, parce que je sais pas en quelle mesure c'est présent, je crois que c'est très peu présent dans les médias, par exemple français, mais on peut voir souvent les interviews dans les médias ukrainiens, mais notamment et je crois que dans les interviews aux médias américains, anglais, le chef des renseignements ukrainiens, Boudanov, et lui, en principe, il tient le discours un peu, je dirais aussi dérision, un peu humoristique, un peu, quand tu peux pas comprendre vraiment, soit il est sérieux,
c'est un peu son image comme ça. Je ne sais pas si c'est volontaire ou c'est une sorte de communication, une sorte de marketing. Et quand tu comprends pas vraiment, et des fois, il donne les blagues au milieu du discours absolument sérieux. Bah voilà, c'est une sorte, je sais pas, peut-être c'est volontaire ou c'est sa personnalité et qui est comme ça. Donc voilà. Mais je Je voulais pense que dire que oui. oui, pardon. Oui, parce que justement, vous faisiez référence au carnaval, qui a une fonction sociale aussi de cohésion du groupe, hein, qui à un moment donné recrée, enfin, il y a une façon d'intervertir les rôles, de recréer aussi des liens et une sorte, voilà, il y a l'idée d'unité nationale, de cohésion avec le rire. Et du coup, je voulais vous demander si, en tout cas, c'est la perception que j'en ai eue, moi, de France, que le président Zelensky avait eu quelques difficultés récemment, ces derniers mois, en tout cas en termes en tout cas sa popularité est moins importante qu'au début de la guerre. Et donc, est-ce que vous avez perçu dans les mêmes voilà, ces tensions qui peuvent, même si l'humour est censé créer cette cohésion, cette union, est-ce que vous sentez que les mêmes traduirait un peu ces tensions, la figure de Zelensky qui serait peut-être euh, moins consensuelle qu'elle ne l'a été. Oui, tout à fait. Ce que j'avais dit que les mêmes sont devenus plus durs. Mm. Plus satirique, plus critique. Et effectivement, ça ressent. Il y a aussi une tension vraiment à l'intérieur, un peu plus disons, plus de controverses. C'est plus compliqué. C'est pas si, comment dire, unidimensionnel. Donc, ça devient plus compliqué et ça ressent de l'intérieur. Et c'est pour ça aussi, je pense que une des raisons pourquoi les mêmes, d'abord, ils se diminuent. Tel quel, c'est plus l'humour omniprésent et pétillant comme c'était au début de la guerre. C'était un peu plus, pas triste, je dirais dur, moins présent et plus, plutôt, plutôt dirigé envers des certains personnages que de vraiment de recréer une sorte de légende ou ça. Donc ça changeait vraiment, ça changeait. Je pense que c'est pour moi les mêmes reflètent les réalités aussi, comme n'importe quel récit folklorique, si vous voulez. Ça reflète bien sûr un peu, pas complètement logique et pas complètement, si vous voulez, pas tout de suite, pas immédiat, mais ça reflète aussi la conscience de la société, voilà, et les changements dans les consciences, dans l'opinion publique. Donc vous avez raison, effectivement, ça présent aussi dans le même. Merci beaucoup. Très bien. Et la prochaine personne, c'est Anna Coste. Merci beaucoup pour votre présentation, madame. J'aurais deux petites questions et la première question va dans le même ordre d'idées qui ont été exprimées par madame Christine Barrat. Alors, c'est la perception. La perception. Au début de votre présentation, vous avez proposé les mèmes construits seulement par des textes, par une légende. Croyez-vous que les utilisateurs des réseaux sociaux qui ne sont pas ukrainiens, qui ne sont non plus russes, alors puissent percevoir de la même façon les mêmes qui sont présentés par des textes? Euh, je- Merci pour votre question. C'est vraiment le sujet très intéressant que vous avez abordé. Je pense que la perception sont pas les mêmes. Elle est différente, mais aussi, si vous voulez, la faculté des mêmes en tant que le récit folklorique, être polysémique. Et ça veut dire leur polysémicité et leur polysémisme, ça permet vraiment pour des consommateurs ou des percepteurs de voir le sujet différent. Bien sûr, ce que pour les Ukrainiens, disons en prenant le même des sorcières de Konotop. Effectivement, pour quelqu'un qui connaît bien la littérature, qui est enraciné dans la culture ukrainienne, il y a tous ces éléments dont j'avais mentionné.
et toutes ces références. Mais par exemple, pour quelqu'un russophone, ça peut être aussi une sorte de, vous voyez, des sujets plutôt vraiment un peu humoristiques, et de l'autre côté, de dire, mais voilà, nous sommes capables, capables de faire, nous sommes aptes de faire ça. Regardez, nous sommes tous les sorcières. Et si nous ne pouvons pas grand-chose, au moins nous pouvons soutenir, comment dire, spirituellement. Mais moi, je connaissais même les gens qui prenaient au sérieux ça en Ukraine et qui disaient, on fait le travail spirituel. On va tenir le ciel par les moyens spirituels. Maintenant, je vais pas à la discussion si c'est vrai, si ça peut exister, mais voilà, il y avait les gens qui disaient, nous sommes comme ça, comme des sorcières, bah, s'il n'y a pas d'autres moyens, s'il n'y a pas d'autres, comment dire, personnages, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est à nous de le faire. Et après, bien sûr, il y a le troisième pour qui c'est tout simplement, c'est tout à fait, tout simplement, c'est ironique, c'est humoristique, ça, tout simplement, ça réanime l'esprit. Mais bien sûr, ça peut être aussi les gens, et notamment, il y a pas mal des gens, malheureusement, où c'est comme ça, c'est la réalité en Ukraine, qui restent pro-russes, et pour qui ça dit rien, ça dira rien. Ils vont pas regarder, tout simplement. Ils vont passer du bas, c'est du vent, hein. Donc, bien sûr, il y a c'est pas les mêmes perceptions, ça c'est évident. Oui, voilà. Et la deuxième question, Merci. vous avez, je crois. Oui, oui, et si vous permettez encore une toute petite question. Alors, l'humour, en général, c'est un phénomène très particulier et très subtil par rapport aux différentes cultures. Est-ce que l'humour ou bien le comique que vous avez présenté à travers les mèmes du début de la guerre est le même que 2 ans durant lesquels la guerre se produit en Ukraine? Non, ils sont pas les mêmes. Je dirais que maintenant, on est revenu un peu en cette période qui était avant la guerre. Donc, c'était plutôt le critique, plutôt le satire, plutôt, si on peut dire, l'humour méchant, si on peut dire comme ça. Et tandis que au début de guerre, c'était vraiment la période de créativité et d'apparition de ces folklore qui n'existait peut-être avant. Et c'était vraiment pour moi le moment unique qui a produit plein de choses très particulières. Ben voilà. Merci. Merci. Bon, je pense que Christine, tu as de nouveau levé ta main, c'est ça? Oui, oui, je suis désolée, c'était pour rebondir sur. Puis voilà, et après, il y a Justine hein, qui. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être évoqué sur une partie de la population qui serait pro-russe. Et est-ce que vous avez. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des canaux de diffusion autres je dirais, de contre même, en fait, cette fois qui ne serait pas favorable à l'Ukraine, mais plutôt à la Russie. Est-ce que vous avez pu essayer d'en chercher peut-être ou d'en trouver pour voir s'il y a... Voilà, voilà, c'était une question. Est-ce que vous en avez eu Oui. connaissance d'autres de même Moi, j'ai pas fait les recherches là-dessus, mais effectivement, ça existe et ça peut être très intéressant. C'est plutôt dans les recherches de propagande de fausses informations qu'il y en a aussi qui présentent en Ukraine. Et effectivement, on peut trouver les choses pas pareilles, mais aussi on peut trouver les mêmes, bien sûr, anti-ukrainiens, et ça existe. Après, la question et ça, je peux pas vous dire parce que moi, je peux uniquement de voir les hypothèses, mais je pense que si on prend les contextes culturels russes qui existent maintenant, c'est pas le même contexte. Et moi, je vois pas vraiment les prédispositions de voir vraiment les mêmes récits folkloriques. Ce sera plutôt le même, assez méchant,
les mêmes assez perçants, un peu de satire, un peu de vraiment dérision, un peu de parodie, oui. Mais pas vraiment les récits folkloriques parce que c'est pas le même contexte. Mais peut-être, je me trompe, je sais pas. J'ai pas creusé là-dessus, mais comme ça, théoriquement, je peux créer cette hypothèse qu'il n'y a pas vraiment le contexte objectif social pour ça. Voilà. Mais c'est aussi, c'est la recherche à faire. Vraiment, moi, j'ai pas vraiment concerné pas vraiment le sujet des fausses informations un petit peu, mais surtout les fausses informations telles quelles et pas vraiment au niveau d'eux-mêmes. Mais ça peut être très intéressant aussi de faire. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Justine. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très, très riche. Et c'est vrai que la question des fake news, elle intervient de plus en plus dans ma réflexion, en tout cas par rapport au questionnement des mèmes, notamment par rapport à la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des deepfakes. Et donc, je pense que c'est deux notions qui devront à un moment donné, de toute façon, être interrogées en parallèle. Alors, j'avais deux petites questions, dont une qui a été un petit peu abordée à travers la remarque qui a été faite par Christine Baratz sur la question de l'utilisation par des puissants des mèmes. Donc, vous avez parlé des chefs de renseignement qui pourraient impulser des formes mémétiques qui vont circuler. Alors, je conçois bien que ça puisse être dans un contexte carnavalesque où on va chercher la cohésion et s'aligner quelque part à la communication des gens, avec des guillemets. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus stratégique derrière, qui est de dire: «Je vais utiliser en fait la force de la puissance de partage, du potentiel de viralité à travers une expression qui vient d'en bas» et je pense que ça peut être stratégique. Enfin, ça, c'est plus une hypothèse que j'émets, mais c'était la première partie, de ce que je voulais dire. Puis une autre question plus simple et en fait peut-être pas si simple que ça. Moi, je m'intéresse beaucoup aux références qui sont utilisées du point de vue interdiscursif, surtout au niveau de l'image. Et vous avez montré plusieurs exemples qui reprend des images de la culture populaire que l'on pourrait dire très partagées à l'échelle internationale, voire marquées par une culture nord-américaine, telle que le dessin animé Cars ou encore le film Maman, j'ai raté l'avion. Et je voulais savoir en fait si dans votre corpus, il y avait une présence qui était forte ou de ces références et du coup, qu'est-ce que ça peut dire? Ou au contraire, enfin, je sais pas du plus ou du noir et du blanc, mais au contraire des références qui seraient justement propres, enfin vous en avez parlé, à la culture ukrainienne qui aurait une importance, enfin une place plus forte au sein du corpus. Merci. Donc, je commence par votre première question. Effectivement, je pense que vous avez raison. Et ça peut être une sorte de stratagème. Et vraiment, c'est une sorte de marketing politique. Et ça veut dire que c'est volontaire dans son image. Je voudrais dire aussi que, moi, une chose qui m'est venue comme ça tout à coup à l'esprit, que, par exemple, effectivement, c'est comme un inversement des rôles que notre président, qui est issu du monde théâtral, comique, maintenant, il peut pas se permettre de rester dans ce rôle-là. Donc, c'est comme il a inversé le rôle. Lui, il est devenu extrêmement sérieux. C'est toujours avec les mines très sérieuses. Par contre, ceux qui l'entourent se sont permis un peu le rôle plus comique, plus comme ça, plus en testant les limites, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Mais il faut aussi dire que la communication que tiennent nos dirigeants et notamment un chef de guerre dans le sens plus large, pas seulement disons, d'ex-état-major ou comme Zaloujny, il y a aussi une sorte de, comme dans tous les discours a
à l'intérieur et le discours à l'extérieur. De ce que vous avez abordé, ce que vous avez dit, est-ce que c'est vraiment volontaire? Est-ce que c'est une sorte de discours stratégique tourné à l'extérieur? Oui, mais moi je pourrais dire que c'est aussi à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est cette stratégie qui est assez critiquée en Ukraine, parce que bien sûr, ça permet de survivre, mais ça donne des fausses attentes, si vous voulez, parce que c'est le même chef de renseignement, de service de renseignement, disait, ah ben voilà, on va, hum, euh, on va bronzer sur les plages crémiennes cet été, et c'était en 2023. Et on est loin de là. Et donc maintenant, c'est un peu critiqué aussi parce que c'est une sorte de, bah voilà, on va arriver à ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite pour nous. Et bon, donc voilà, c'était une sorte d'euphorie collective qui était créée, qui à un certain moment, qui a permis de survivre, mais maintenant, ça devient être dangereuse. Et votre deuxième question, c'était sur Sur les références, en fait, dans les mèmes, au sein des mèmes, est-ce que dans Ah oui, dans une oui, majorité, oui, oui. est-ce Oui, qu'elles sont oui, marquées un peu oui. culturellement? Oui, Ça. bien sûr. Moi, je peux pas donner maintenant les pourcents ou les taux très précis, mais je crois que quand même les images ou les références plutôt occidentaux sont plus présents dans le même, parce que c'est ce que ma collègue aussi ukrainien a abordé cette question. Est-ce que c'est compréhensible pour tout le monde? Et en Ukraine, il y a les situations un peu paradoxales que, par exemple, si on prend les références de films américains ou occidentaux, plutôt américains, ou la culture américaine, ce sera compris d'une manière plus unanime en Ukraine que si on prend le sujet vraiment quelque culturel ukrainien qui ne sera pas vraiment interprété d'une même manière par exemple, le sujet du film américain et de plus que, comment dire, si on prend les fonctions qui jouent c'est les mêmes, par exemple, qui contient euh, les éléments de culture populaire occidentale ou de culture ukrainienne, on peut dire qu'ils jouent des fonctions différentes. De culture populaire américaine, ce sera les mêmes plutôt très amusant. Comme vous avez vu, par exemple, ce même que je présentais, dis-moi ces 3 mots les plus importants, voilà, fin de l'alarme aérienne. Ou l'autre avec ce petit garçon, je connais pas le nom. Désolée en anglais de ces films parce que chez nous, il était toujours traduit, voilà, de ce petit garçon. Et donc, ils sont vraiment beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus amusants plutôt. Amusants, un peu réconfortants. Par contre, les mêmes qui font référence vers les sujets archétypiques ukrainiens, ils jouent plus dans ce paradigme cordocentrique, comme je dis. Donc, ça veut dire l'importance du cœur, l'importance d'émotions. Donc, ça crée plutôt les émotions fortes. C'est pas vraiment réconfortant, c'est plutôt boostant. Ça booste. Ça dit, voilà, nous sommes un peu comme nos personnages mythiques. Vous voyez, donc c'est un peu comme nos personnages, comme nos ancêtres. Et donc, ça joue plutôt sur les fonctions d'activation sociale, si on peut dire comme ça. Bon, voilà. Mais je me répète, c'est plutôt présent les sujets compréhensibles avec les éléments de la culture de masse occidentale. Peut-être que la recherche de visibilité se fait à une échelle qui va dépasser les frontières, en fait. Enfin, Ouais, je sais oui, pas si c'est bien aussi sûr, bien cette sûr. hypothèse-là. Oui, c'est aussi ça. Ah, merci. Merci beaucoup. Juste une petite question encore de ma part. Je vois dans les exemples que tu as montrés qu'il y a parfois des dessins, c'est comme des caricatures. Et donc, je me demande si c'est vraiment des mèmes ou bien quelle serait la frontière entre les mèmes et les caricatures classiques. Euh,
C'est une question très intéressante, mais un peu compliquée aussi maintenant de répondre. En tout cas, c'est pas le GIF, c'est sûr. Mais je pense que tu as raison, il n'y a pas vraiment euh, la frontière très juste entre les mèmes et les caricatures, parce que les mèmes, moi je dirais que les mèmes peuvent contenir aussi les caricatures, comme il peut contenir tous les éléments de rire. Si tu veux, ça peut être effectivement, ça peut être ironie, qui est plutôt douce, qui est plutôt anodine, si tu veux, ou bien ça peut aussi concerner les caricatures, ça peut être assez méchante, assez dur. Il faut dire que maintenant, effectivement, il y a ce tournant un peu de l'humour un peu douce, l'humour, si on peut dire comme ça, gentil, vers cet humour un peu dur, vers les caricatures, vers les choses plus vraiment où il y a plus de critiques, plus de dérision, plus de pertinence comme ça, de dire quelque chose et de pas d'encourager ou de soutenir. Oui, je pense que oui, effectivement, c'est un peu ça. D'accord. Je vois plus de questions. Est-ce qu'il y a encore Voilà. des... Il y a un monsieur, Ah oui, Il y a Patrick Charodon, je crois, qui veut poser. oui, d'accord, Patrick. oui. Est-ce que vous entendez? J'ai activé le son, vous m'entendez? Tout Oui, à oui, fait. très bien. Bon, c'est une question sur la population qui écoute ou qui voit, qui regarde les mêmes. D'après une étude de François Jost, dans le contexte plutôt français, il a constaté que les mêmes étaient regardés en majorité par une population adolescente parce que Mhm. c'est elle qui circule dans les TikTok, ou par ce qu'il appelle les mémeurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui se spécialisent effectivement dans soit la fabrication, soit la consultation des mèmes. Sauf que vous êtes en situation de crise, et de crise particulièrement violente, puisqu'il s'agit d'une guerre. Alors, vous n'avez peut-être pas fait un travail sociologique, mais est-ce que vous êtes en mesure de dire quelles sont les catégories de population qui écoutent et qui regardent ces mêmes? Oui, c'est une très bonne question. Oui, vous avez raison, on n'a pas encore fait ce travail, c'est le travail à faire, à continuer. Mais c'est comme ça, je peux créer les hypothèses de ce que j'ai vu, de ce que je lu, de ce que j'observe. C'est pas effectivement les mêmes sociologie ou les démographie, effectivement, parce que je crois que on peut pas dire que ce sont les populations jeunes, mais ou ce sont uniquement adolescents, mais je dirais que effectivement c'est plutôt la population, euh, disons, dont leur comment dire, la plus grande partie de leur vie est passée déjà dans l'Ukraine indépendante. Ça veut dire, compter, c'est à partir de 90. Disons que, par exemple, c'est un peu ma génération et les gens plus jeunes. Peut-être un petit peu les gens encore 10 ans plus que moi. Moi, je m'approche déjà vers 60 ans. Donc, effectivement, on peut dire que c'est la population adulte jeune, mais pas les populations de troisième âge qui sont très, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est pas les personnes qui sont très ancrées d'abord dans les réseaux sociaux. Ils lisent pas vraiment. Si on prend, par exemple, on peut répondre à votre question par rapport à quel type, pardon, les publics des réseaux sociaux différents. Ici, on prend le public, ici c'est plus présent sur le Telegram. Ici, on prend le public de Telegram. Ce sont les gens plus jeunes que 50 ans, disons. C'est l'essentiel de ce public. Et ça veut dire les gens qui sont un peu plus âgés déjà, ils sont beaucoup moins présents
parmi le public notamment des télégrammes. Donc, ça veut dire ça peut être à peu près de 20%. Et donc, ça veut dire c'est pas le public. Je ne sais pas si j'avais répondu à votre question, mais aussi, il faut dire que pour moi, la différence, c'est aussi ce que vous avez bien indiqué, que c'est pas sur TikTok que ça existe. C'est sur les chaînes Telegram, un peu sur l'Internet tout court. En principe, on peut trouver en cherchant, par exemple, même des guerres. Vous pouvez tomber directement sur les sites où il n'y aura pas que des images, les mêmes des guerres. Et donc, en fin de compte, ça englobe un peu la population adulte parce que ça concerne un peu tous, sauf les personnes peut-être un peu plus âgées que, en principe, ils s'adressent pas beaucoup à l'Internet et aux réseaux sociaux. Mais je peux pas dire qu'il n'y a pas, en principe, mais c'est moins présent. Je dirais comme ça, mais bien sûr, c'est plutôt mes hypothèses par une manière un peu comme ça de répondre parce que on n'a pas vraiment des études sur le public et ce sont des études à faire encore. De toute façon, merci beaucoup pour cette question et pour Et cette idée. C'est vraiment très bien vous comme l'idée. avez raison parce que justement le travail de François Jost était, disons, dans un contexte où la sensibilité n'est pas la même. Vous êtes dans un contexte où vous avez une sensibilisation à la situation dramatique de crise qui fait que les populations qui s'intéressent, enfin, qui vont être peut-être intéressées, et comme vous le dites, justement, pas simplement sur TikTok. Là, le travail français, c'était parce que les adolescents, disons que spontanément, sont plutôt sur les réseaux TikTok. Mais il est très, très possible que chez vous, la sensibilisation à tous ces problèmes-là étant telle, l'humour jouant un tel rôle cathartique, que finalement, on va le chercher un peu partout. Et Oui, pas simplement sur TikTok, mais aussi à l'occasion sur Internet, sur Telegram ou ailleurs. Et donc, c'est très intéressant de ce point de vue que la- la- l'état de sensibilisation d'une population fait que disons, la consultation hein, de ce genre de phénomène, surtout autour de l'humour, et les effets, les conséquences ne sont pas les mêmes. Nous, on est avec nos petites affaires de Guillaume Meurice, par exemple, mais on est dans un contexte totalement différent du vôtre. oui, Merci beaucoup, oui, pour ce oui, travail. tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Je vois plus Merci. vraiment de questions. Si on n'a plus, en fait, je veux bien conclure cette séance. Un grand merci à Oksana et à tous les participants. On aura donc ici le prochain séminaire le 5 avril de la part de Angélique Limonier, Axel Boursier et Annabelle Sohan. Merci, merci Christine dans le chat. Sur le discours de haine en ligne contre les migrants. Donc, j'espère, on espère vous voir nombreux et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Bientôt. Merci pour cet échange. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.